Salut à tous, c'est Olix, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo Jujutsu Kaisen. Je vais cette fois-ci vous présenter 3 théories incroyables sur Yuji et Kenjaku, et donc comme d'habitude, même si vous les connaissez un peu, je rajoute toujours des arguments pour mettre un peu d'originalité dans les théories. Mais bref, je ne vais pas perdre plus de temps, commençons directement avec la première théorie, qui stipule que Yuji sera l'un voire même le plus fort de tout l'univers Jujutsu Kaisen en mangeant les 6 fœtus de ses frères. On commence directement avec une très grosse théorie que je vais devoir diviser en plusieurs parties. Je vais d'abord montrer que Yuji Itadori a mangé ses frères par les éléments donnés dans le manga et ceux donnés par l'inspiration de l'auteur Gege Akutami avant de voir quelle sera la puissance de Yuji après avoir consommé et contrôlé ses frères. Puis pour finir, j'analyserai ce que pourraient être les techniques de Yuji en détail. Dans le chapitre 220, Yuji dit qu'il mangerait n'importe quoi pour vaincre Sukuna. Ensuite, en parlant de ses frères, les fœtus des 9 phases, Shozo dit à Itadori, tant qu'ils peuvent continuer à vivre comme une partie de toi, c'est bon. Shozo lui dit ça après qu'il ait éprouvé certaines remords, mais on n'en sait pas plus sur la situation. Selon la théorie, ces remords viendraient donc du fait d'avoir mangé ses propres frères dans le but de vaincre Sukuna. Continuons, sans compter Yuji, Shozo, Keishizu et Ezo, qui sont les frères qui ne sont plus sous forme de fœtus et que l'on a vu jusqu'à maintenant. Il reste encore 6 phases. Et on peut voir sur ce dessin officiel de l'auteur que Yuji possède comme par hasard 6 talismans. Cette image est encore un dessin officiel de l'auteur et on peut y voir les 4 frères manger. Mais les 6 autres fœtus sont eux sur la table, comme s'ils étaient de la nourriture à côté de laquelle ils sont d'ailleurs placés. Cela pourrait d'ailleurs faire écho à ma théorie sur le sort cannibale de Sukuna, puisqu'il a été dit par Gojo que Yuji n'avait pas de technique et qu'il hériterait en partie du sort de celui-ci. Et donc selon ma théorie précédente que je vous conseille d'aller voir si ce n'est pas fait, Sukuna pouvant potentiellement obtenir les capacités de ceux qu'il mange, il en serait donc de même pour Yuji. Analysons maintenant les inspirations de Gege Akutami pour Kenjaku, Yuji et ses 9 frères. Kenjaku est inspiré de Brahma, un des membres de la trinité hindoue, mais je ne vais pas trop m'attarder sur leur ressemblance dans cette théorie puisque je le ferai lors de l'une des prochaines. Donc faites-moi confiance pour l'instant et parlons maintenant de ces 10 fils nés de l'esprit qui sont l'inspiration de Yuji et ses frères. Parmi les 10, il y a un groupe de 7 nommé les Saptarishi, qui veut dire les 7 sages divins. Ce sont des chefs spirituels qui guident l'humanité vers l'éclaircissement en période d'éclatement. Et comme par hasard, une seule personne de ce groupe de 7 est mentionnée avec de l'importance. C'est Kratorishi qui, comme je vais l'expliquer, représente Yuji. En plus d'être l'un des 10 fils de Brahma, on peut comparer le nom de Kratorishi à celui d'Itadori. Ita signifie tigre, qui est un mot souvent associé à la puissance, à la force et à la bravoure. Dori signifie bâton et c'est associé au soutien, à la stabilité et à l'orientation. Ensuite, Yu signifie distant ou calme, ce qui suggère un sentiment de sang-froid et de patience. Et Ji signifie bienveillance, compassion ou humanité. Passons maintenant à Kratu qui signifie force, pouvoir, etc. etc. et Rishi qui signifie sage, un mot souvent associé à un soutien calme et bienveillant. On peut voir une certaine ressemblance, surtout dans les notions de force et d'humanité. Mais ce n'est pas tout, ne vous inquiétez pas. Kratu est aussi connu pour avoir existé dans 2 âges, et lors de son retour, il est dit qu'il n'a plus de famille, mais que c'est une bénédiction du seigneur Shiva, le destructeur. Pour revenir sur Yuji, il est l'un des 10 fils issus des plans de Kenjaku, il n'a pas de famille, et il est sous-entendu par Sukuna dans le chapitre 214 que Yuji est une sorte de nouvelle réincarnation d'un ancien sorcier comme d'autres personnages. Et enfin, à l'image de Kratorishi et ses 6 frères peu connus, Yuji est le seul frère connu des 7 sages divins qui comprennent donc tous les fils de Kenjaku, sauf Shozo, Keishizu et Ezo. Ressemblant, n'est-ce pas? À l'image du Saptarishi et de Kratu, Itadori aurait donc mangé ses frères pour obtenir une puissance phénoménale qui lui permettra éventuellement de tirer l'humanité d'un mauvais pas. Cela permettrait aussi d'utiliser les 6 autres fœtus sans pour autant développer les personnages, ce qui se baserait donc intelligemment sur le modèle hindou. Mais maintenant, la vraie question est, quelle sera la dite puissance phénoménale de Yuji? Dans la mythologie hindoue, les Saptarishi sont si puissants qu'ils peuvent vaincre n'importe quelle arme sur Terre. On dit qu'ils viennent au début de l'âge d'or pour raconter le dharma. Ce mot signifie la droiture, le mérite ou encore le devoir moral. Nous pouvons donc affirmer que les Saptarishi sont des membres incroyablement puissants qui apparaissent pour apaiser les souffrances du monde en période de trouble. On peut donc attendre de même pour Yuji. Grâce à leur rang et leur entraînement, les Saptarishi sont capables de vaincre n'importe quelle arme, humaine ou magique. De plus, ils ne sont pas influencés par le monde matériel, le cycle de la vie et de la mort, ni même par le destin. Ce qui, on ne va pas se mentir, est extrêmement puissant. Et voilà donc le potentiel que Yuji pourrait atteindre d'ici la fin du manga, tout simplement celui d'être le plus fort. Tout cela, c'est bien beau! Mais concrètement, ça donnerait quoi en termes de sort? Ne vous inquiétez pas, j'ai sûrement la réponse aussi et je m'en servirai pour clôturer cette théorie que j'apprécie personnellement beaucoup. Les fœtus des 9 phases sont inspirés par les 9 phases de la mort chinoise. La première d'entre elles se nomme littéralement Shozo et les 2 qui suivent sont similaires aux 2 frères de celui-ci, Ezo et Keishizu. Donc selon cette image, Yuji pourrait contrôler la putréfaction, la décoloration et la dessiccation, les animaux, les oiseaux et les insectes principalement, le démembrement, les os et la réduction en poussière. Voilà enfin un pouvoir digne du personnage principal de l'œuvre, ce qui n'avait pas l'air d'être le cas jusqu'à maintenant. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de cette théorie en commentaire et moi je passe à la suite.
Bon, j'avoue que je vous ai un peu menti puisque j'ai calé une théorie sur Sukuna dans la vidéo, mais je me sentais obligé de vous la présenter car elle est incroyable. De toute façon, ce n'est pas grave car il est lié à Yuji et Kenjaku comme on peut le voir tout au long du manga. Il aura aussi une influence dans la prochaine théorie, donc en parler n'est pas vain. Au contraire, je vais donc vous parler de ce qui pourrait être l'une des futures techniques de Sukuna qui sera surpuissante. Une flèche électrique divine. La base de cette théorie est une image dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, mais je vais cette fois analyser d'autres aspects de celle-ci. Pour ce faire, laissez-moi vous rappeler l'histoire de Ryomen Sukuna dans Nihon Shoki, écrit pur chinois étant l'une des inspirations de l'auteur. Il y avait un homme dans la province d'Ida, il s'appelait Sukuna. Il avait deux visages sur un seul corps, chacun orienté dans la direction opposée. Il était fort et agile, avec une épée de chaque côté et deux arcs et flèches dans chacune de ses quatre mains. En liant la légende au roi des fléaux, les deux épées seraient donc celles de la dissection et de la lacération, et les deux flèches seraient celles du feu et celle électrique si la théorie s'avère vraie. Mais voici maintenant les vrais arguments de la théorie. Retournons sur la cover du chapitre 117. En premier temps, le trident dont j'ai parlé lors de mes dernières théories est associé à Shiva, mais ce que je ne vous avais pas dit c'est qu'il peut aussi être assigné à la flèche de feu, puisque lorsque Shiva a utilisé son Pashupatastra sur les villes malveillantes, c'était tout simplement sous la forme d'une flèche de feu. Toujours sur ce dessin, on peut voir deux balles qui représentent un Vajra, objet symétrique composé de deux têtes pyramidales reliées au centre. Cet objet est associé à la divinité hindoue Indra, le dieu du tonnerre, qui a aussi 4 bras comme vous pouvez le voir. Indra est également connu pour manier un arc divin portant son nom, et chaque fois qu'une flèche est décochée par cet arc, son bruit produit des réverbations semblables à des grondements de nuages chargés. Cela provoque une peur terrible chez les ennemis et produit des éclairs de lumière qui les aveuglent, car ils sont aussi brillants que la foudre. On dit que la corde de cet arc ne peut être rompue par aucune arme divine ou non. Indra lui-même utilisait des flèches faites d'éclairs, celles-ci ont d'ailleurs reçu le nom de Vajra qui signifie foudre, exactement le même nom que l'arme associée à Indra, que Sukuna tient à droite de cette image. Si l'on considère que la deuxième flèche correspond au deuxième arc, le premier étant représenté par la flèche de feu, alors chacune des armes utilisées par Sukuna dans Nihon Shoki est symbolisée sur cette couverture de chapitre. Le couteau symbolise la dissection et la lacération, le trident symbolise la flèche de feu et le Vajra la flèche de tonnerre. Mais pour revenir sur le trident, j'avais dit dans la précédente vidéo qui représentait le sort de copie de Sukuna nommé boîte noire, c'est un trident, il pourrait donc représenter 3 capacités différentes. Je m'explique. Lors de leur combat, on comprend que Sukuna a très probablement volé le sort de feu de Jogo pour en faire une flèche surpuissante. Et s'il faisait la même chose avec la flèche électrique. Je vous rappelle que Kashimo veut se battre contre le roi des fléaux et ça serait l'occasion parfaite pour que Sukuna sorte la fameuse flèche électrique, à l'image de ce qu'il avait fait face à Jogo. Dans ce cas-là, le trident pourrait aussi représenter les deux flèches. La grande lame au centre serait la représentation du pouvoir de vol via la boîte noire, et les deux sur les côtés seraient les deux pouvoirs qu'il a volés avec, le feu et la foudre qu'il utilise sous forme de flèche. Et maintenant, pour finir en beauté, regardez cette page dans laquelle Gojo parle du fait que Yuji sera imprégné du sort de Sukuna. Le feu, c'est fait, la foudre pourrait l'être si la théorie s'avère vraie, et la bombe de puissance serait ce qui résulte du lancement de ses attaques. Et voilà, j'espère que tout ça vous aura convaincu, passons à la dernière théorie. Dans cette troisième et dernière théorie, je vais parler de Sukuna et Kenjaku qui pourraient être issus du même corps. Certaines personnes l'ont peut-être remarqué, j'ai déjà parlé de ça dans ma dernière vidéo, mais cette fois je vais ramener plus d'arguments encore plus précis que les précédents. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Sukuna, j'explique en gros que Sukuna et Kenjaku pourraient être issus du même corps, puisque dans la légende, Ryomen Sukuna possède 2 têtes et dans le manga, on a uniquement vu un morceau de la seconde tête de Sukuna, comme si elle avait été arrachée. On ne sait pas non plus quel est le corps originel de Kenjaku et leur relation est mystérieuse. De plus, les deux personnages sont inspirés de la divinité Kanon. Voilà un résumé de ce que j'avais dit, passons maintenant aux nouveautés. Kenjaku est inspiré du seigneur Brahma, membre de la trinité indienne. Cela se repère par le rêve de celui-ci qui est de recréer le système Jujutsu et le fait que le surnom de Brahma est le créateur. Ensuite, Kenjaku a 10 enfants qui sont les précurseurs du nouvel homme qu'il veut créer en fusionnant les fléaux aux humains. Brahma, lui, a 10 fils nés de l'esprit qui sont considérés comme les géniteurs de l'homme. Le sort de Kenjaku lui permet d'échanger son corps avec celui d'une autre personne en transplantant son cerveau dans le corps de sa cible. Il a donc possédé plusieurs visages au cours de son siècle, dont au moins 5 nous sont connus. Il s'agit de son propre visage et ceux de 7 hommes, Noritoshi Kamo, Kaori Itadori et enfin Suguru Geto. Comme vous pouvez le voir, le seigneur Brahma est représenté comme ayant plusieurs visages, 4 sont visibles ici, mais il y en a un 5e derrière. L'une des seules choses que les deux n'ont pas en commun est leur nombre de bras, car Brahma en a 4. Vous voyez où je veux en venir? Si Kenjaku et Sukuna sont bel et bien issus du même corps, ce différent sera finalement un autre point commun. Parlons maintenant du seigneur Shiva, qui est censé être l'inspiration de Sukuna,
Sukuna comme j'en ai parlé précédemment. Mais vous allez voir qu'il a aussi énormément de similitudes avec Kenjaku. Je ne vous l'avais pas dit jusqu'à maintenant, mais Shiva a lui aussi 5 têtes et comme je vais vous le montrer, chacune d'entre elles a une fonction similaire aux différentes têtes que Kenjaku a utilisées. La première tête de Shiva est celle de la destruction, cela représenterait donc l'époque où Kenjaku partageait son corps avec Sukuna, le destructeur. Il y a ensuite la préservation qui peut être associée à cet homme puisque c'est lui qui faisait des serments avec d'autres exorcistes pour préserver leur existence au cours des siècles. Continuons avec la création qui peut être associée à Kamo Noritoshi puisque c'est dans ce corps-là que Kenjaku a créé les fœtus des 9 phases. L'avant-dernière tête de Shiva est celle de la dissimulation et cela pourrait représenter Kenjaku dans le corps de Kaori Itadori parce qu'il utilisait son corps pour que le père de Yuji croie qu'elle était encore vivante. Et enfin nous avons la révélation, son corps actuel, celui dans lequel son vrai but nous a été révélé. Kenjaku serait donc assigné à 2 divinités car il a séparé son cerveau de son vrai corps et puisque l'âme est le corps tout autant que le corps est l'âme comme il nous le dit si bien, malgré le fait qu'il ait quitté le corps de Shiva pour devenir le cerveau qui représente Brahma, il garde de grandes ressemblances avec son corps originel. Mais maintenant, une dernière chose avant de clôturer la théorie, je vous ai dit que Kenjaku et Sukuna s'étaient séparés à cause de leurs objectifs différents, mais que cela ne les empêchait pas de collaborer pour l'instant. Sauf que si l'on réfléchit bien, Kenjaku veut construire et Sukuna veut détruire. S'ils continuent à survivre, leurs objectifs arriveront à un point où ils se gêneront. Il est impossible de construire lorsque l'on détruit et il est impossible de détruire lorsque l'on construit. Cela veut dire qu'il faudra peut-être que les deux personnages s'affrontent pour la raison pour laquelle ils se sont séparés, leur but. Et devinez quoi, c'est arrivé entre Shiva et Brahma. En effet, Shiva a coupé la 5e tête de Brahma à cause d'un certain désaccord dont je vous parlerai sûrement dans l'une de mes prochaines vidéos. Sukuna pourrait donc finalement se battre contre Kenjaku, même si je ne sais pas si tout va exactement se passer de cette manière. On ne peut jamais savoir ce qu'un auteur décide de choisir ou non lorsqu'il prend inspiration. Mais bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous pouvez me dire quelle théorie vous avez préférée dans les commentaires, likez si vous avez aimé, partagez à une personne susceptible de l'aimer aussi, vous abonnez et activez la cloche si vous voulez plus de vidéos dans ce genre. Salut à tous!